Mariage pour tous, adoption, donc cette fameuse loi Taubira, est-ce que ce ne serait pas, à votre avis, une sorte de cheval de Troie pour après amener à PMA et puis sans doute GPA? À partir du moment où on accepte une nouvelle conception de la famille ou de ce qu'on appelle la parentalité sans aucun rapport avec la filiation biologique, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc aujourd'hui, c'est l'adoption. Donc le mariage ouvre directement à l'adoption. Mais je veux dire que toutes les techniques envisageables pour créer, avoir un enfant, mais avoir au sens de posséder, de créer, de susciter un enfant ou d'acquérir un enfant peut être accepté en théorie. Donc oui, ce qui est fondamental, c'est l'abandon de la famille biologique. L'idée de dire que la famille n'est pas forcément sexuée, qu'il n'y a pas une filiation biologique, mais que c'est volontaire par la volonté. C'est un peu volonté entre guillemets du couple ou des personnes qui vivent ensemble. Ensuite, cette volonté suffit à avoir un enfant, à créer un lien entre l'adulte et l'enfant. Comme finalement, c'est la volonté qui fait qu'on acquiert des choses. Donc, la relation au monde est fondée sur la volonté. Et bien là, finalement, la biologie, la famille rentre dans le champ de la volonté individuelle. Donc, c'est vraiment une dématérialisation de la famille. Et finalement, dès lors qu'on a un moyen scientifique ou technique, biotechnologique pour avoir un enfant, ce moyen, je veux dire, il n'y aura plus aucune raison de le refuser. Donc la PMA est déjà largement acceptée pour les couples de sexes différents uniquement comme moyen thérapeutique pour soigner, pour pallier une infertilité ou une stérilité. Pour les couples de même sexe, la question qui se posera, c'est de savoir si leur stérilité peut aussi être, entre guillemets, diront-ils, soignée ou guérie par la PMA. Donc là, il y aura un jeu un peu ambigu sur la nature de la stérilité des couples homosexuels. Ils vont un peu se faire passer pour des stériles pathologiques, alors qu'en fait, leur stérilité n'est pas due à une pathologie physiologique. Donc là, il y aura effectivement un certain débat probable. Mais il me semble que dès lors qu'on l'accepte aujourd'hui pour les couples hétérosexuels et que l'on entend absolument rendre égal dans la réalité les couples hétérosexuels et homosexuels par-delà leurs différences physiques, je ne vois pas comment on pourra, tant qu'on est dans cette logique, tant qu'on demeure dans cette logique, s'opposer à l'extension de la PMA aux couples de même sexe. Et je pense aussi que la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg est déjà elle-même pleinement dans cette logique de négation de la réalité biologique qui est surpassée par les droits de l'homme, par le discours égalitaire, et qui conçoit les biotechnologies comme un moyen de rendre réel dans les faits des égalités, comme un moyen d'égaliser, de rendre les hommes égaux, malgré leurs différences, que la Cour appelle d'orientation sexuelle, mais qui en fait est une différence morphologique. Un couple de deux personnes de même sexe n'a pas la même morphologie qu'un couple homme-femme. Donc c'est plus une question d'orientation, c'est une question purement physiologique. Mais là, il y a encore un glissement. On applique le concept d'orientation sexuelle, de non-discrimination selon l'orientation sexuelle, en fait, à une réalité qui ne relève pas de l'orientation, du comportement sexuel, mais qui relève de l'être, c'est-à-dire la réalité biologique. Et donc là, oui, très clairement, tant qu'on est dans cette logique qui tend à dépasser la réalité biologique, même à la nier, à la subvertir, à la remplacer par la volonté au moyen de la technique, eh bien, il ne sera pas possible de s'opposer à la PMA pour les couples de même sexe. Ça restera un artifice, donc d'une certaine manière, l'artifice juridique viendra valider un artifice biologique. Donc on est dans un double artifice. La réalité est déjà altérée par la technique, où on va créer un enfant qui ne sera pas l'enfant du couple. Très clairement, ce sera l'enfant au mieux de l'un des deux, mais pas l'enfant du couple. Et ensuite, l'artifice juridique va venir compléter, valider cet artifice biologique pour donner l'apparence impossible d'une filiation. Donc là, c'est clairement un double mensonge. Pour l'enfant, parce qu'à la fin, c'est l'enfant qui
qui devra supporter psychologiquement, dans son identité, dans sa personnalité, le prix de cette manipulation biologique et juridique. Alors s'agissant des mères porteuses, est-ce que le mariage pour tous, tel qu'il est présenté, et l'adoption, parce que c'est toujours ensemble, hein, c'est mariage et adoption, ouvre la voie aux mères porteuses? Bon, on l'a déjà vu dans les débats, hein, puisque plusieurs personnes qui sont les plus engagées sur ce sujet se sont engagées en faveur des mères porteuses. Madame Taubira elle-même a signé une circulaire qui vise à valider les filiations obtenues par mères porteuses à l'étranger. Donc là, c'est un signe évident que dès à présent, le droit français perd sa cohérence. Le droit français accepte maintenant, avec cette circulaire Taubira, la pratique des mères porteuses, dès lors qu'elle est réalisée à l'étranger, même par des Français. Donc la mesure, on va dire, l'interdiction qu'on pouvait penser comme étant d'ordre public des mères porteuses, parce que c'est une forme de procréation qui a une atteinte aux droits de l'enfant et aux droits de la femme, ce qui est de plus important dans le droit français, eh bien aujourd'hui, il y a cette incohérence qui est que la France, par la simple signature de Madame Taubira, accepte ce type de procréation lorsqu'il est réalisé à l'étranger, mais continue à l'interdire lorsqu'il est réalisé en France. Donc vous voyez que là, Madame Taubira a créé une incohérence dans le droit français. Pourquoi est-ce qu'on accepte dans un cas et on refuse dans l'autre? Et cette incohérence, il n'y a pas de doute que la Cour européenne, si elle est saisie, saura l'exploiter, comme elle l'a fait dans d'autres pays, notamment l'Italie ou l'Autriche. Donc la Cour européenne dira à la France, mais attendez, les arguments pour lesquels vous refusez en France la pratique des mères porteuses, et qui, d'une certaine manière, affectent les droits des couples d'hommes, d'avoir un enfant, eh bien ces arguments, vous ne pouvez plus les tenir, puisque vous-même, vous acceptez cette pratique lorsqu'elle a lieu à l'étranger. Donc vous n'êtes pas sincère en France dans votre opposition aux mères porteuses. Alors c'est là où c'est subtil, c'est qu'on voit qu'un simple texte réglementaire, qui ne passe pas par le Parlement, peut avoir pour effet d'invalider une norme même d'ordre public. Vous voyez, en brisant la cohérence interne du droit français. Et donc là, effectivement, on voit que l'édifice qui a été construit pendant des années, y compris par la gauche, d'interdiction des mères porteuses, est très fragilisé par cette circulaire. Et il est aussi très fragilisé par la PMA. Parce que naturellement, le jour où les couples de femmes pourront effectivement avoir accès à la PMA pour avoir un enfant, eh bien dans la mentalité générale selon laquelle il existerait un droit à l'enfant, un droit de procréer, même par la PMA, comme dit la Cour européenne, eh bien les couples d'hommes diront, mais et nous? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, finalement, accomplir notre droit à l'enfant, notre droit d'avoir un enfant? Je cite la Cour, notre droit de procréer au moyen des techniques de procréation médicalement assistée. Fin de citation. Et là, il sera difficile d'expliquer pourquoi les hommes ne peuvent pas, tandis que les femmes peuvent, parce qu'encore une fois, ça nous ramène à une différence biologique, morphologique, que la culture contemporaine veut dépasser, veut annuler, nier, parce qu'on pense, dans cette culture, que la réalité biologique est un frein à notre liberté et aussi un frein à notre égalité. Une égalité qui se révèle en fait purement abstraite. Et finalement, derrière tout cela, l'idéal que l'on a, et que la Cour a déjà révélé dans l'affaire X contre Autriche relative à l'adoption au sein des couples de même sexe, c'est qu'on a une vision asexuée, abiologique de la personne. On veut, d'une certaine manière, on a une conception de la liberté assez angélique. On pense que c'est en niant ce que nous sommes, en agissant uniquement par rapport à notre volonté, que l'homme pourra être pleinement homme. Et finalement, c'est une vision prométhéenne. Enfin, c'est un rêve d'homme qui se dépasse lui-même, qui sort de sa condition biologique. Et les droits de l'homme, de plus en plus, s'intègrent dans cette perspective et sont conçus en association avec les biotechnologies comme un moyen d'élever l'humanité vers cette forme de liberté qui lui permettrait de se surpasser. Donc voilà un peu le schéma dans lequel on est. C'est un schéma philosophique, c'est une perspective d'avenir pour certains, pour d'autres c'est totalement orwellien. Mais effectivement, c'est une idée de l'homme qui est radicalement différente, qui est derrière. Par la loi sur le mariage pour tous et l'adoption, ce qu'il y a en perspective, c'est le changement totalement de conception de la nature humaine,
Le dépassement de la nature humaine, c'est l'homme qui veut devenir ange. C'est l'homme qui veut faire l'ange. Il y a quand même un point qui me paraît très étrange quand je regarde X contre Autriche, c'est par exemple le point de vue de l'enfant. À croire que l'enfant ne compte pas dans cette affaire, mais juste le désir de deux femmes d'éliminer un père qui est pourtant un père, d'après ce que l'on sait, qui s'occupe de son enfant, qui l'a reconnu, qui paye une pension. Comment est-ce possible de ne pas tenir compte de l'enfant, de son désir et puis du besoin qu'il a peut-être d'avoir quand même son père? Alors voilà, la Cour européenne n'a pas jugé qu'il est a priori toujours préférable pour un enfant d'être élevé par ses parents biologiques, femmes, ou d'avoir une filiation établie envers ses parents, une femme, que d'être élevé et d'avoir une filiation fausse, artificielle, envers deux femmes ou deux hommes. Donc la Cour a posé le principe qu'il est a priori indifférent pour un enfant qu'il ait sa filiation établie envers ses parents ou envers deux femmes ou deux hommes. Et que finalement tout cela n'est qu'affaire de circonstances. Donc ce qu'il y a à la base du raisonnement de la Cour dans l'affaire X, c'est l'affirmation de l'égalité des couples hétérosexuels et homosexuels d'une part, et ensuite l'affirmation de l'égalité pour l'enfant s'il a des parents, s'il a ses parents biologiques ou des parents hommes ou femmes-femmes. Donc il y a cette double approche. Donc la Cour a appréhendé l'affaire X contre Autriche, non pas du point de vue de l'intérêt de l'enfant, parce que là l'intérêt de l'enfant était clair. En l'espèce, il est évident que l'enfant n'est pas adoptable, parce que le père refuse et qu'il n'y a aucune raison de priver le père de ses droits. Aucune raison. C'est certain. Et les juridictions autrichiennes l'ont reconnu et l'ont dit. Mais la Cour a préféré regarder l'affaire, non pas sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, mais sous celui, qu'il faut reconnaître comme étant idéologique, avant tout, de l'égalité des adultes. Donc c'est encore une fois sous l'angle de l'égalité entre les couples que la Cour a jugé. Et c'est sur cette base-là qu'elle a condamné l'Autriche. Elle a condamné l'Autriche à changer sa législation et finalement à accepter qu'un enfant puisse avoir deux pères ou deux mères au nom de l'égalité. Donc là, on voit bien que dans cette affaire d'adoption, mais c'est aussi le cas dans les matières de procréation artificielle ou de mère porteuse, la Cour est saisie par les adultes. Ce sont les adultes qui saisissent la Cour. Ce sont les adultes qui se plaignent d'une violation de leur droit à avoir un enfant, à fonder une famille. Ce sont les adultes qui se plaignent d'une discrimination. Et donc la Cour va répondre à cette plainte. Et en l'espèce, dans l'affaire X, les adultes ont même, enfin ces deux femmes, ont aussi associé l'enfant, qui est mineur. Donc elles ont prétendu que l'enfant n'a pas témoigné à la Cour, on ne l'a pas vu à la Cour européenne, pour ça on ne peut rien dire, et l'enfant n'avait pas d'avocat propre. Donc on peut dire qu'en l'espèce, effectivement, la Cour a jugé l'affaire au regard du principe d'égalité entre les adultes. Et elle a considéré que ce n'est que dans un second temps qu'au cas par cas, les juridictions nationales doivent apprécier l'intérêt de l'enfant. Et donc elle place l'égalité avant l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'on n'a pas, avec cette Cour européenne des droits de l'homme, une sorte d'organisme qui fait en fait les lois à la place des pays et qui oriente plus ou moins fortement ce que ces pays doivent faire, alors que finalement, ils n'étaient pas orientés dans cette direction qu'on veuille leur donner? Alors, la Cour, en fait, ce travail de la Cour, c'est d'interpréter la Convention européenne des droits de l'homme et de s'assurer que les États respectent cette Convention. En faisant ce travail de suivi donc, du comportement des États, et bien naturellement, elle est amenée à interpréter la Convention. Et il est vrai que dans un certain nombre de domaines, les domaines les plus politiques ou les plus idéologiques, la Cour a une conception, enfin, quand je dis la Cour, en fait, certains juges de la Cour ont une conception très évolutive de la Convention. Ils disent eux-mêmes qu'il ne faut pas rester attaché à la lettre de la Convention telle qu'elle a été rédigée et voulue au départ, mais qu'au contraire, il faut l'interpréter toujours à la lumière de la culture contemporaine. Et que finalement, elle est un instrument d'uniformisation
des ordres constitutionnels nationaux, des droits, et qu'elle est aussi un instrument de progrès, un instrument de promotion des droits de l'homme. Donc cette idée que la Convention et que le système de la Convention, donc la Cour et le Conseil de l'Europe, sont au sein de l'Europe et se définissent eux-mêmes comme étant la conscience de l'Europe, que la Cour serait, dans les domaines sensibles, les domaines de société, les domaines politiques, les domaines idéologiques, un moteur de progrès social. Donc elle a cette idée de progrès, et la majorité des juges aujourd'hui, et ça leur est d'ailleurs assez souvent reproché par les États, voient leur pouvoir, qui est un pouvoir réel sur les droits nationaux, 47 États membres, comme un instrument, je dirais un peu l'instrument que possède une élite éclairée pour répandre la lumière des droits de l'homme tels qu'ils les conçoivent, donc de la philosophie telle qu'ils la conçoivent, sur les peuples, y compris sur les démocraties. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que la Cour elle-même développe le concept d'une autorité contre-majoritaire. Ça veut dire que finalement, la puissance du discours philosophique des droits de l'homme tel qu'il l'interprète prévaut sur, d'une certaine manière, le populisme, le risque de populisme de la démocratie. Donc c'est un peu comme un despotisme éclairé qui vient contrebalancer le système majoritaire. Et cela se ressent plus particulièrement dans les domaines politiques et idéologiques qui sont au cœur de cette perspective, on va dire, progressiste. À savoir, aujourd'hui, c'est beaucoup la question des droits des homosexuels, mais c'était aussi la question de la procréation artificielle, la question de la vie, la question de la maîtrise de la vie, la question de l'égalité. Donc voilà un peu la façon dont certains juges de la Cour conçoivent leur influence et leur rôle sur les États. Mais ce que l'on peut dire également, avec un peu de recul historique, c'est qu'effectivement cette juridiction a le pouvoir de changer les lois, d'imposer le changement des lois nationales. Et elle a le pouvoir de renverser des décisions prises, même par référendum, dans des États membres. C'était le cas contre l'Irlande actuellement, s'agissant de l'avortement, où par 3 reprises, le peuple irlandais par référendum a voté contre l'avortement. Et là, la Cour européenne, par un seul jugement, parvient à faire changer cette interdiction en Irlande. De même, contre l'Italie, une autre affaire, pareil, consultation nationale, et la Cour a réussi à imposer un changement de la loi. Donc c'est un pouvoir qui est considérable, et de mon point de vue, avec le recul historique, je crois que jamais dans l'histoire européenne, aucune institution, qu'elle soit civile ou religieuse, n'a eu autant de pouvoir. Je crois que vraiment aujourd'hui, en termes politiques, c'est l'institution la plus puissante, ayant la plus grande autorité qui n'ait jamais existé dans l'histoire européenne depuis Charlemagne. Je crois que c'est assez évident.